Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, des avancées dans les discussions entre les autorités congolaises et l'AFC M23, parmi lesquelles la libération de prisonniers dans un délai de 10 jours ou la facilitation à l'accès de l'aide humanitaire. Mais à peine 2 jours après la fin de ces discussions, les combats ont repris dans l'est du pays. Troisième jour de la visite du pape en Angola, dans la chaleur tropicale de l'Est du pays, Léon XIV a dénoncé l'exploitation par les tyrans alors qu'il se trouvait à Sorimo, une région enclavée aux frontières des zones diamantifères. Enfin, 8e album de Stade de France, Fally Ipupa voit grand pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Aigle, l'un de ses surnoms, prépare cet anniversaire spécial qu'il promet être un événement unique. Le reportage en fin d'édition. Et on ouvre ce journal en République démocratique du Congo. Fin d'un nouvel épisode de discussion entre les autorités congolaises et l'AFC M23. Après des semaines d'immobilisme, des progrès ont visiblement été faits. Le département d'État américain évoque même des avancées importantes, mais sur le terrain, les combats ont repris. Les précisions d'Aurélie Bazar-Kimangula à Kinshasa. Première avancée de ces nouvelles discussions, les autorités congolaises et le groupe armé AFC M23 se sont dit prêts à planifier les premières missions de vérification du cessez-le-feu d'ici une semaine. Alors le cessez-le-feu avait été signé en octobre 2025, mais il n'avait jamais été appliqué sur le terrain. Autre avancée, les deux parties ont convenu de libérer les prisonniers dans un délai de 10 jours. Et enfin, l'accès de l'aide humanitaire sera facilité. Alors reste à savoir si ces engagements vont se concrétiser sur le terrain, d'autant que 2 jours après la fin de ces discussions, les affrontements se sont de nouveau intensifiés. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la zone des hauts plateaux dans la province du Sud Kivu, mais aussi de nombreux points de tension persistent entre les deux parties. L'AFC M23 demande la levée des condamnations à mort de certains de ses membres et la réouverture des banques dans les territoires qu'elle contrôle, ce que refuse catégoriquement le gouvernement. Autre titre de ce journal, le 3e et dernier jour de la visite du pape en Angola. Léon XIV s'est rendu ce lundi à Sorimo, à plus de 800 km de la capitale Luanda, où il a été accueilli avec ferveur par une liesse populaire. Devant des dizaines de milliers de fidèles, il a dénoncé l'exploitation par des tyrans non loin d'une zone minière du pays. Le récit de Clémence Valère. Au son des chants et des acclamations, le pape Léon XIV célèbre sa dernière messe en Angola, à Sorimo, dans le nord-est du pays. S'adressant à une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il a une nouvelle fois condamné la corruption et dénoncé l'accaparement des ressources africaines par les puissances mondiales. Nous voyons aujourd'hui comment l'espoir de nombreuses personnes est anéanti par la violence, exploité par les puissants et bafoué par les riches. Par conséquent, lorsque l'injustice corrompt les cœurs, le pain de tous devient la propriété de quelques-uns. Sorimo est la capitale de la province de Lunda Sul, historiquement marginalisée, et se trouve à proximité de la plus grande mine de diamants d'Angola, Katoka, qui produit environ 75% des diamants du pays. Indépendant depuis 1975, le pays est aussi l'un des principaux producteurs africains de pétrole brut et de pierres précieuses. Pourtant, un tiers de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Plus tôt dans la journée, le pape s'est rendu dans une maison de retraite où il a été accueilli par une danse traditionnelle avant de bénir le personnel et les résidents. Chers frères et sœurs qui vivez sous ce toit, je vous remercie de tout cœur pour votre accueil, empreint d'une foi qui me touche profondément et m'apporte un grand réconfort dans ma mission. Merci. Le souverain pontife a conclu sa dernière journée dans le pays lusophone en se rendant à la capitale pour rencontrer les membres du clergé et discuter des défis auxquels est confrontée l'Église catholique. Mardi, il se rendra en Guinée équatoriale pour la dernière étape de sa tournée africaine. En bref, et dans le reste de l'actualité africaine, arrêté la semaine dernière alors qu'il s'apprêtait à quitter clandestinement l'Afrique du Sud, Kémy Séba a comparu ce lundi à Pretoria.
L'activiste panafricaniste a demandé l'asile politique avant que son procès soit renvoyé au 29 avril. Dans le même temps, le procureur spécial d'une juridiction béninoise a confirmé lundi qu'il préparait une demande d'extradition. Je rappelle que Kémy Séba est visé par un mandat d'arrêt au Bénin qui l'accuse d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre. En Éthiopie, le TPLF, puissant parti de l'État régional du Tigré, a annoncé dimanche soir rétablir le Parlement local. Problème, ce Parlement est jugé illégitime par Addis Abeba, une initiative vue comme une remise en cause de l'autorité du gouvernement fédéral avec lequel les tensions sont déjà fortes, et la crainte d'un nouveau conflit après celui qui avait opposé les forces régionales du Tigré à l'armée fédérale épaulée par des milices locales et l'armée érythréenne et qui avait fait au moins 600 000 morts entre 2020 et 2022. Enfin, Évariste Ndayishimiye en visite au Burkina Faso. Le président burundais, président en exercice de l'Union africaine, a été accueilli ce lundi à l'aéroport international de Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré. Sa mission, renouer les liens entre le Faso et l'UA, des relations tendues depuis le coup d'État d'octobre 2022 d'Ibrahim Traoré contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors on s'arrête au Rwanda où le gouvernement a recours aux satellites pour cartographier et protéger les terres agricoles du pays. La population rwandaise augmente d'année en année, ce qui menace la sécurité alimentaire du pays, devenu un enjeu majeur au pays des mille collines. Le récit d'Emily Boyle. Dans cette banlieue de Kigali, la capitale rwandaise en pleine expansion, cette agricultrice s'occupe des derniers champs qui lui restent. À cause de tous ces nouveaux chantiers, cette petite parcelle est tout ce qui me reste pour subvenir à mes besoins. Ces nouveaux logements empiètent sur les terres cultivables au détriment des agriculteurs de la capitale. La situation est devenue encore plus préoccupante avec les crises internationales et les pressions économiques qui mettent en danger la sécurité alimentaire du pays. Le gouvernement rwandais a donc décidé d'intervenir. Il protège les exploitations du pays en utilisant des images satellites. Grâce à ces images satellites, nous arrivons à mesurer l'état actuel de l'utilisation des terres par la population et vérifier s'il n'y a pas de construction ou de projets illégaux. Alors que les autorités locales protègent les terres, certains agriculteurs choisissent de se tourner vers de nouvelles solutions. Kigali accueille aujourd'hui de nombreuses fermes verticales. L'agriculture verticale permet de rapprocher les gens de l'agriculture et les met davantage en contact avec leur alimentation. Ils peuvent donc essayer de le faire aussi chez eux ou sur leur lieu de travail. Le Rwanda va devoir miser sur des solutions innovatrices et durables. Le pays est déjà le plus densément peuplé en Afrique et sa population devrait presque doubler d'ici 2052. Si vous êtes à Paris, la galerie Angalia rend hommage à une figure majeure de la peinture congolaise, Chéri Chérin, disparu en octobre dernier. Il laisse derrière lui une œuvre foisonnante et engagée. Peintre du peuple et témoin de son époque, il a contribué à faire rayonner la peinture populaire congolaise à travers le monde. Awa Diouf et Anaïs Chenel. Chéri Chérin, c'est plus de 50 ans de carrière et une marque indélébile dans l'histoire de l'art. La galerie Angalia expose ses œuvres emblématiques, un hommage à ce géant de l'art congolais qui a su imposer son style reconnaissable entre mille. Des toiles vibrantes, foisonnantes de couleurs et de personnages, toujours porteuses d'un message. Originaire de Kinshasa, il a su raconter mieux que quiconque les scènes de vie de la capitale congolaise. Mais au-delà du peintre, c'est aussi le mentor qui est célébré. Dans son atelier, Chéri Chérin a formé toute une génération d'artistes. Comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à Chéri Chérin comment composer les tableaux, comment animer bien les tableaux. J'ai réussi ça auprès de Chéri Chérin. Il nous a vraiment bien formés, quoi. Quand il était présent, il y avait de l'ambiance, il y avait la gaieté, il y avait la joie. Raison pour laquelle vous allez voir dans toutes ces peintures, il y a toujours un message de joie, un message de gaieté, un message d'amour. Chéri Chérin a un impact vraiment très, très grand. C'est aussi très important de lui rendre hommage. Son nom
Vous voulez dire quelque chose. Chéri Chérin s'en est allé, mais ses couleurs ne s'éteindront jamais. Dans son tableau L'Immortel, peint en 2019, il écrivait « L'artiste ne meurt jamais, il ne peut pas se taire et doit laisser les traces ». Un message à l'image de l'ensemble de son œuvre. La galerie Angalia lui rend hommage jusqu'au 2 mai prochain. Il s'est notamment fait connaître au sein de Quartier Latin, un groupe des années 90 fondé par Koffi Olomide. Mais 15 ans plus tard, l'aigle, comme on le surnomme, a décidé de prendre son envol. Et cette année, il fête ses 20 ans de carrière. Vous l'avez deviné, je parle de Fally Ipupa qui n'a pas fait les choses à moitié, avec 2 concerts au Stade de France et un double album pour cet anniversaire. Regardez ces images commentées par Clarisse Fortuné. De Kinshasa aux scènes internationales, Fally Ipupa est devenu l'un des artistes africains les plus reconnus. Il s'est d'abord fait connaître au début des années 2000, avant de lancer une carrière solo qui a contribué à moderniser la rumba congolaise. 20 ans plus tard, il sort un nouveau projet enregistré à Paris, accompagné d'un second album consacré à la rumba traditionnelle. Pour moi, c'était un album c'était pour faire la fête, pour commémorer toutes ces années-là. Donc, c'était un album qui me représente, je pense, le plus. Parce que après 20 ans de carrière solo, j'avais vraiment besoin de m'éclater. Sa musique fusionne la rumba avec des influences Airbnb, pop et urbaine, un mélange qu'il décrit comme le reflet à la fois de ses racines et de son évolution. Il y a quand même le côté underground, tu vois, le côté rumba roots que j'ai connu, qui est propre à nous, Congolais, Africains. La rumba fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour Fally Ipupa, elle incarne l'identité du Congo et illustre l'influence mondiale de la musique congolaise. C'est le Congo qui nourrit le monde musical, j'ai envie de dire. Parce qu'on est juste, simplement parce qu'on est trop talentueux. Il y a notre musique, c'est un pays à musique. Et puis je pense qu'on a plusieurs diversités de styles musicaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de talent. Pour marquer cette étape importante, il donnera 2 concerts au Stade de France, un exploit rare pour un artiste africain francophone. Après 20 ans de carrière, Fally Ipupa reste une figure majeure dans la promotion de la rumba congolaise à l'échelle mondiale. Et ces 2 concerts au Stade de France auront lieu les 2 et 3 mai prochains. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. Au Sénégal, le football fait rêver toute une génération. Je préfère partir à haut niveau, à l'étranger, je préfère voyager à l'étranger. Mais derrière les espoirs de carrière se cachent des réseaux de faux agents sans scrupules. Je passe vendredi là. Voilà, c'est à 2 millions quoi. Promesses brisées, destin piégé, quand le rêve vire au cauchemar. Malheureusement, les garçons sont partis au Ghana via un faux formulaire et non par pacte académique. Rêve cher. Moi, je signé un pro. Sénégal, la mafia du foot, à voir sur France 24.